Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale en ce jeudi 2 octobre. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure au programme du jour, du divertissement, des infos pratiques et bien entendu de l'information comme nous vous proposons chaque matin. Je salue à mes côtés Julien en régie avec nous tous les matins à la réalisation de cette matinale. Je vous propose de commencer en jetant un coup d'œil à la météo de votre jeudi 2 octobre et vous allez le voir, cette journée du jeudi suit toute celle du début de semaine avec un ciel plutôt dégagé ce matin. Il fait en moyenne 8 degrés sur l'est du département, 11 degrés sur l'ensemble du littoral avec un ciel bien dégagé. Cet après-midi, vous allez le voir, le mercure grimpe comme c'est le cas depuis ces derniers jours. Il fera 20 degrés sur l'est du département et jusqu'à 21 degrés sur le littoral, avec cependant quelques nuages qui feront leur apparition. Et puis jetons un coup d'œil à cette webcam des images qui nous proviennent de la Barre-de-Mont. Julien, est-ce qu'on peut envoyer ces images? Super, on les a, ces images qui nous proviennent de la Barre-de-Mont. Vous pouvez apercevoir le pont de Noirmoutier en fond et les premiers rayons du soleil. Justement, restons du côté du Gois pour jeter un coup d'œil au marais du jour. La basse mer était prévue ce matin aux alentours de 5h58. La mer remonte donc petit à petit pour arriver en pleine mer aux alentours de 12h47, des coefficients entre 31 et 37. Et puis direction la Tranche-sur-Mer où la masse mer, elle, est à 7h, prévue ensuite pleine mer aux alentours de 13h07. Un mot des marchés du jour en Vendée. En voici une petite sélection quotidienne. Si vous avez prévu d'aller faire vos courses ce matin, direction les Sables d'Olonne. Du côté de la Chaume, le marché s'est ouvert ce matin à 8h et fermera ses portes aux alentours de 13h. Même chose du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Rendez-vous place du Perret où vos commerçants et vos commerçantes vous attendent jusqu'à 13h en début d'après-midi. C'est la même chose du côté de la place du marché de la Roche-sur-Yon ou encore à Pouzauges sous les Halles, place de l'Hôtel de Ville. En ce 275e jour de l'année, nous souhaitons une bonne fête à tous les légers de votre entourage. Coucher du soleil prévu aujourd'hui à 19h43, ce qui indique que nous perdons une nouvelle minute d'ensoleillement. C'est l'heure de passer désormais au journal de la rédaction. Du 15 au 25 octobre prochain se déroulera la 10e édition des Journées régionales de la visite d'entreprise. Un dispositif désormais ancré dans l'ADN des entreprises vendéennes qui sont de plus en plus nombreuses à rejoindre le projet. 135 qui participeront cette année dans le département. Un objectif clair pour les participants, partager un savoir-faire avec le public, des valeurs de travail et de partage et parfois même en profiter pour recruter de futurs collaborateurs. Souvent, on voit le chocolat en tablette sur les rayons et on méconnaît tout le savoir-faire et ça démarre vraiment dans les différents pays par des petits producteurs qui vont cultiver des cacaos de spécialité. Donc il y a vraiment tout un travail en amont dans les pays. Et puis une fois que les gros sacs de fèves de cacao arrivent ici, il y a tout le travail qui est fait dans notre fabrique à Notre-Dame-de-Mont. Et c'est cette idée, c'est de promouvoir la fabrication du chocolat et la provenance du chocolat. Et le fait qu'en fait, comme le vin ou le café, chaque terroir de fèves de cacao apporte des notes aromatiques spécifiques au chocolat. Il y a vraiment des contrastes très différents. Il y a des entreprises avec d'une centaine de salariés et puis il va y avoir des beaucoup plus petites structures comme des artisans d'art à Salertaine qui sont seuls mais qui ont aussi un savoir-faire et qui veulent le transmettre. Et on est assez satisfait parce que l'année dernière, on avait 14 entreprises participantes. Cette année, on monte à 22. Donc on voit que voilà, celles qui ont participé l'année dernière continuent et qu'il y en a des nouvelles qui viennent proposer des visites dans leurs entreprises et on totalise quasiment 80 visites sur une semaine. Donc ça va être de beaux rendez-vous.
Et le nombre de visiteurs et de visites étant limité, je vous invite à vous rendre sur le site visiternosentreprises.com afin d'obtenir tous les détails. C'est un site qu'affectionnent les promeneurs lyonnais pour aller se détendre ou aller marcher. Le lac Moulin-Papon et ses 90 hectares de superficie abritent en son sein une usine de production d'eau potable depuis le début des années 70. Mais cette dernière vieillissante va laisser place à un tout nouveau site de potabilisation de l'eau. Ce sont ainsi désormais chaque jour près de 26 000 m3 d'eau potable qui vont être produits par la nouvelle usine dont les travaux ont commencé il y a 5 ans. Une eau alimentant la Roche-sur-Yon ainsi que le secteur de Belleville-sur-Vie. Direction le pays de Chantonnay, où avaient lieu récemment les journées pour le climat. 3 jours de sensibilisation du grand public à mieux comprendre les enjeux climatiques liés à l'habitat et ainsi agir à son échelle. Pour ce faire, les participants ont pu rencontrer des professionnels de la rénovation énergétique, de l'éco-construction ou encore participer à des ateliers pour adapter concrètement leur maison à la protection de l'environnement et au changement climatique. Reportage signé Louise Ménoury. Voilà, tu fais la pente, ok. Si en main, Dominique s'est lancée dans la construction d'une jardinière. Une nouvelle façon, selon elle, de mieux respecter la planète. Une jardinière pour pouvoir mettre des plantes, du persil, du thym, du romarin, de manière à ne pas surconsommer et pas acheter ça en boîte, tout simplement, l'avoir près de la cuisine et pouvoir couper à volonté ou à l'envie ce dont on a besoin. C'est une façon de s'améliorer, de faire attention à nos propres pratiques et puis de ne pas aller vers l'achat, mais d'apprendre à faire une jardinière et puis toute seule à en faire d'autres. Toute la journée, divers ateliers ont été proposés aux seniors pour sensibiliser sur l'habitat durable. Aujourd'hui, on voit que le sujet de l'habitat est un sujet divers et très lié à l'environnement. Il faut que nos maisons puissent s'adapter avec des matériaux nouveaux. Et notre rôle, nous, c'est à la fois de montrer aux citoyens qu'on peut très bien rénover avec des nouveaux matériaux pour s'adapter au changement climatique. Construire avec des matériaux biosourcés comme la terre, le chanvre ou encore le coton, c'est ce que propose le réseau Ecobat. En utilisant des matériaux biosourcés, entre autres, on tire tout vers le haut. On tire le chantier vers le haut, on tire la performance vers le haut. L'objet, c'est de montrer aux autres professionnels et aussi au grand public, de manière plus large, qui a besoin d'une montée en compétences des professionnels du monde de la construction. Pour pouvoir bâtir des constructions qui sont plus qualitatives, plus performantes, plus confortables et par là même plus écolo. Après une première journée consacrée aux seniors, l'événement a ensuite accueilli des professionnels et des écoles avant d'ouvrir ses portes au public. Redonner une seconde vie aux livres. C'est le but de la bouquinerie des bouquins frappés qui vient d'inaugurer récemment ses nouveaux locaux, place Viollet-le-Duc à La Roche-sur-Yon. Créée par l'association vendéenne APF France Handicap en 2020, la bouquinerie est gérée par une équipe de salariés et une cinquantaine de bénévoles. Bande dessinée, romans, littérature jeunesse, l'offre de livres de seconde main y est riche et variée avec plus de 20 000 ouvrages à disposition. Tous les bénéfices de la bouquinerie étant reversés à la délégation APF France Handicap de Vendée. Je pense que je vais venir plus régulièrement. J'étais venue 1 ou 2 fois à l'ancienne bouquinerie. J'avoue que j'étais pas très régulière, mais là, je trouve que oui, vu le classement, vu les lieux, je pense que je vais être beaucoup plus régulière. C'est très aéré, très clair. Je trouve que les livres sont bien classés par catégorie. Tout est très ouvert. Ça me plaît beaucoup. Au niveau des dons, on a beaucoup de nouveautés et des dernières nouveautés sorties et c'est très agréable par rapport à une librairie classique au niveau du prix qui est quand même minime et qui va directement à l'association. Je trouve ça très intéressant. On est dans un quartier où il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent pas très loin. Donc je pense que ça peut aussi amener des familles et donc ça peut peut-être changer un petit peu la population qui va fréquenter les bouquins frappés. Donc ça c'est chouette. Des 10 heures, on avait beaucoup de monde, donc on était attendus. On a vendu des petits romans. On a des gens qui viennent aussi et qui nous ont demandé des conseils. Il y en a un qui est plus spécialisé histoire, un qui est plus spécialisé policier. Donc on arrive toujours à renseigner les gens. Et voilà, je pense que les gens trouvent leur bonheur. Et puis il y a un petit coin lecture pour les enfants qui est aussi très sympa.
Zoom sur cette commémoration qui avait lieu samedi dernier au sein de l'église de Pouzauges, une commémoration en hommage au massacre du 25 décembre 1793 qui a eu lieu sur la commune durant les guerres de Vendée. Un hommage rendu grâce au travail de recherche puis à la publication en septembre 2025 de l'ouvrage Le massacre oublié de Noël 1793 par le professeur Jean-Maurice Clerc. Il raconte à travers 400 pages de récits cette histoire méconnue du grand public. Comme le disait Winston Churchill, un peuple qui ne connaît pas son passé ne peut pas construire son avenir. Et pour nous, il est vraiment très important, de par les recherches du docteur Clerc, de pouvoir mettre en évidence un petit peu un fait qui a été oublié dans des livres d'histoire. Ce sont pendant les guerres de Vendée, donc un soir de Noël 1793, donc 300-400 Pouzaugeais se sont réunis. Il y a eu de ce massacre à cette période-là au sein même de cette église, donc Saint-Jacques de Pouzauges. C'est une série d'expertises que j'ai effectuées et que j'ai assemblées et que j'ai mis à la portée du public sur cet événement du 24 de Noël 1793. J'ai eu un document tout à fait par hasard et je me suis intéressé, j'ai voulu vérifier, j'étais intrigué comme tout le monde en disant c'est quoi ça, c'est vrai, c'est faux. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage d'une recherche et je me suis pris à cette recherche. Je n'interprète pas, j'étais neutre. Et donc, pour moi, je livre ça aux Vendéens. Maintenant, c'est à eux de jouer. Lancée il y a maintenant plusieurs mois par le Puy du Fou, la quête d'Excalibur à la recherche de l'épée du roi Arthur ressemble déjà plusieurs dizaines de milliers de joueurs assidus qui n'ont qu'un objectif, trouver le trésor enfoui quelque part en Europe de l'Ouest. Et pour ce faire, les joueurs également appelés les chasseurs mettent toutes leurs chances de leur côté pour résoudre les énigmes qui leur ont été envoyées par l'organisation de la quête. Manuel d'histoire, intelligence artificielle, tous les moyens sont bons pour décoder des indices et continuer d'avancer. Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre eux. Je vais moi dans l'antre de la quête. C'est dans la salle de jeu de ses enfants qu'Augustin s'est installé pour mener la quête d'Excalibur. Passionné par l'histoire, ce père de famille s'est lancé à la recherche d'une épée cachée quelque part en Europe de l'Ouest. On trouve un coffre et ensuite on va réclamer notre dû au Puy du Fou du coup, et c'est le Puy du Fou qui va, je pense par une cérémonie, remettre l'épée Excalibur. Le jeu, entièrement en ligne, est articulé autour de 12 énigmes qui demandent un investissement particulier. J'essaie d'être assez organisé dans mes recherches. Donc ça commence par justement des recherches internet, la lecture de livres et puis d'articles, etc. Et bien en fait, j'imprime tout ça dans des dossiers pour en fait pouvoir y revenir très facilement plus tard et pas devoir se reconnecter à internet, refaire la recherche manuellement, etc. Du coup, nous avons, de mon côté, j'ai entrepris de lire pas mal d'ouvrages sur ce qu'est la chevalerie, la légende du Graal et tout ce qui va avec, quoi. Des livres, mais aussi de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a choisi Wilfried, ancien puy-folais et entrepreneur dans l'IA, pour tenter de retrouver le trésor. C'est avant tout un gain de temps et au lieu d'utiliser Google, Wikipédia ou autre, dès qu'il faut faire une recherche sur un personnage ou sur un lieu ou un monument, je passe par l'IA. Je m'organise pour pouvoir générer du temps régulier et de travailler dessus entre 17h et 19h, donc en dehors du travail, après le travail. Alors là, l'IA m'a permis d'identifier ce château, d'identifier cette planète, d'identifier ces personnages et de faire des recherches approfondies sur la symbolique de l'animal. La chasse au trésor compte déjà plus de 20 000 joueurs à travers le monde. Elle a été paramétrée pour durer entre 3 et 5 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à la rédaction de TV Vendée pour sa préparation. Place désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi à la médiation animale. Il n'est plus rare de voir dans des établissements de soins ou de santé des animaux tenir compagnie aux résidents et aux patients. Alors comment s'organise cette médiation animale? Réponse dans ce plus de l'info.
Ici, ça apporte énormément de choses, la médiation animale, de la stimulation, de rappel de mémoire, donc ils avaient des chiens chez eux, donc ça rappelle comment s'appelait leur chien, ce qu'ils faisaient avec leur chien. Il va aussi sur des personnes qui communiquent peu aussi, donc rien que le toucher, ça stimule le toucher à la personne. Il n'y a même pas besoin de paroles, en fait, tout est dans le regard. Ça apporte tellement de choses. Le chien comprend. Le chien ne fait pas voilà, la personne est dans le fauteuil, la personne est allongée. Twix, il va aussi. Enfin, il n'y a pas de tabou. Il va vraiment. Il est libre. Il est resté une dizaine de jours, une semaine à peu près à la maison, une dizaine de jours. Et puis après, j'ai emmené des demi-journées à l'EHPAD. Et puis après, voilà, j'ai emmené une journée, 2 jours, voilà. Tout doucement. Et en même temps, je fais des cours quand même d'éducation canin pour les communications entre chiens, voilà, qui est en fait, Twix, il a un passé quand même de maltraitance. On l'a recueilli, il était amaigri, isolé dans une pièce. Donc, il a quand même des traumatismes, on le voit. Et il n'a pas côtoyé d'autres chiens. Donc, voilà, je fais toute une éducation là-dessus. Ce qui est important également, c'est qu'on sent qu'il est très proche de Mélina. Et nous, ça, c'était un point essentiel, c'est qu'il ne vive pas 24 heures sur 24 à l'EHPAD, mais bien qu'il ait une famille dans laquelle se reposer et qu'il vive une vraie vie de famille en dehors de son travail, entre guillemets, à l'EHPAD. Nous avons accueilli Twix suite à une maltraitance. Nous l'avons récupéré dans des conditions un petit peu difficiles. Et dès qu'il a rencontré Mélina, ça a été le coup de foudre mutuel. Et on a su que c'était le bon chien. Même s'il était très, très éteint quand on l'a récupéré, on savait que Twix serait un chien parfait pour donner du bonheur aux habitants des EHPAD. Je le trouve très épanoui, un petit peu dans mon point, on va pas se mentir. Mais il est très épanoui, il est heureux. On voit qu'il déambule parfaitement au milieu de tout le monde. Et puisque nous parlions animaux, je vous le rappelle, c'était la thématique du jour que nous a présenté notre invitée Nathalie Agobet, la responsable du site de la SPA à La Roche-sur-Yon. On passe désormais au pourquoi de la rédaction. Connaissez-vous le principe de l'heure civique? C'est déjà la 2e année que ce dispositif de bénévolat des jeunes Vendéennes et jeunes Vendéens est en place dans plusieurs établissements du département. Son créateur vous explique justement le principe de l'heure civique. L'heure civique Vendéenne, c'est chaque habitant donne 1 heure par mois pour une action pour aider sa commune ou ses voisins. Ça peut être d'aller aider une petite mamie âgée, ça peut être d'aider la mairie à nettoyer un quartier. Des choses simples, mais qui font un bien fou. On a tous besoin de se sentir utile quand on se lève le matin, et ça c'est important. L'heure civique, c'est très simple, et si je donnais 1 heure par mois, on peut tous le faire. Et en fait, on se rend compte que quand les gens prennent plaisir, c'est pas 1 heure qu'ils font, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Parce que quand on aime, on ne compte pas. L'heure civique, c'est la première marche de l'engagement citoyen. C'est facile, on peut la monter facilement. Et ensuite, on va donner 2-3 heures. Et enfin, on deviendra bénévole dans une association. Donc il y a bien une complémentarité, hein. C'est important. Le bénévole, il donne beaucoup de temps. Mais il y a de moins en moins de gens, malheureusement, puis ça vieillit. Alors que tous les Vendéens peuvent donner 1 heure par mois. Et c'est la complémentarité entre les volontaires de l'heure civique et les bénévoles vendéens qu'on arrivera à construire une société qui soit plus fraternelle et plus humaine. Tout le monde peut participer à l'heure civique, pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA. Non, franchement, il suffit d'ouvrir son cœur, d'aller vers l'autre, de tisser du lien, d'une grande simplicité. Chacun choisira les gestes de solidarité qui lui conviennent. Si vous êtes bricoleur, vous allez aller bricoler chez une mère de famille célibataire. Si vous aimez les personnes âgées parce que vous n'avez pas eu de grands-parents, vous allez aller en EHPAD pour parler. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, au rythme qu'il veut. Et si on est très très nombreux partout en Vendée et de Vendée, ensuite sur les Pays de la Loire, sur la France et sur l'Europe, le monde, cette heure civique, elle aura fait le tour de la planète comme l'a fait la fête des voisins. Et avant d'avoir fait le tour de la planète, cette heure civique a déjà conquis au moins une 30aine d'établissements en Vendée. C'est l'heure de passer à la chronique du jour. Et la chronique hebdomadaire du jeudi est consacrée aux associations. Cette semaine, Jeanne Bell est allée à la rencontre de l'association du comité d'organisation de l'Open de Vendée qui se déroule actuellement au Vendespace.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, on se retrouve au Vendée Space pour une chronique consacrée aux bénévoles du comité d'organisation de l'Open de Vendée. Tous les ans, on fait un appel à bénévoles, notamment pour le tournoi, avec un lien d'inscription qu'on diffuse aux bénévoles qui étaient présents sur l'année précédente et on renouvelle notamment avec une diffusion plus générale au niveau de tous les clubs de tennis du département pour faire appel aux bénévoles. Alors les bénévoles, en fait, ils s'inscrivent sur des créneaux horaires, notamment au niveau de la plateforme bénévole, et du coup, après, ils font le nombre de créneaux qu'ils souhaitent en fonction de leurs possibilités. Alors du coup, ça peut être tous les jours, comme moi, par exemple, qui prend une semaine de congé pour faire ça. Et ça peut être aussi en soirée, notamment après la journée de travail, venir le soir faire du bénévolat. Ou ça peut être aussi le matin ou l'après-midi, voilà, peu importe. Et donc du coup, cette année, on a eu quand même une belle mobilisation au niveau des bénévoles parce qu'on a été à 95% des créneaux qui ont été remplis 2 semaines avant le début du tournoi. L'an dernier, on était à 84%. Donc on a eu un bel engouement au niveau des bénévoles, notamment pour revenir cette année. Donc c'était quand même une force parce que du coup, on a été contraint de mettre quelques des bénévoles en liste d'attente parce que du coup, les créneaux proposés ne correspondaient pas à nos besoins en termes de disponibilité. Au total, c'est 136 bénévoles mobilisés du début à la fin de l'événement. Où là, on va avoir différents pôles, notamment qui vont être organisés, à savoir, on a le pôle filtrage, le pôle sûreté, le pôle billetterie, le pôle VIP et le pôle bar grand public. Et en plus de ça, on va avoir un pôle un peu plus en amont, c'est-à-dire le montage, démontage, et aussi tout ce qui va être notamment chauffeur pour notamment aller d'un point A vers un point B entre les hôtels, les entraînements pour les joueurs et le staff encadrant. Pendant toute la durée de l'Open, ils se séparent les tâches sur différents créneaux. La semaine s'est annoncée très chargée pour les bénévoles. Il n'y a pas une journée pareille? Non, c'est ça. Nous, on se trouve au bar grand public qui se trouve juste à la sortie du cours central. Donc souvent, on a beaucoup de monde à chaque fin de match. Et après, entre les matchs, ça circule, mais voilà, il y a moins de monde. Puis ça dépend aussi des têtes d'affiche au niveau des matchs. Et donc ça va crescendo en général dans la semaine. On a beaucoup de bénévoles qui reviennent d'une année sur l'autre parce qu'ils aiment bien et voilà, puis on crée des liens en fait. Donc c'est ça. Voilà. Moi je me plais ici, donc moi j'aime bien le contact, donc c'est l'idéal. Puis c'est un poste bénévolat, il en faut. On bouge, on a de l'activité, on sait que c'est une semaine, qui est physiquement, c'est parce que surtout en tant que responsable de poste, on est là du matin et au soir, donc on est obligé de rester jusqu'à la fin des matchs. Surtout au Vendée Space, qui est très grand. Et c'est grand. Et ça fait des kilomètres. Ah oui, on fait du sport en même temps. C'est la fin de cette chronique asso. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique. Et si votre association est à la recherche de bénévoles ou vient tout juste d'être créée, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur le WhatsApp de TV Vendée. Vous pouvez également nous contacter en envoyant un mail à l'adresse accueil@tvvendée.fr. Notre journaliste Jeanne Bell se fera un plaisir de vous rappeler. C'est l'heure de passer à l'extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Vivez la Vendée, présentée par Louise Viager. Cette dernière vous emmène dans les coulisses de la 8e édition de la Nuit du droit qui a lieu ce jeudi au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. C'est une scène qui démarre sur un enlèvement d'adolescents, de grands adolescents, avec l'enquête qui va se dérouler donc sur un petit film qui va couper à un moment donné. On basculera sur la scène physique où là, malheureusement, à l'endroit de découverte du mineur, on va le retrouver décédé. Et là, derrière, va rentrer en compte mon action, l'action du technicien en identification criminelle, qui va être de faire la recherche des éléments de preuve, recherche d'empreintes digitales, recherche de prélèvements ADN, traces de pas, traces de sang pour la morpho-analyse, tout ce qui va pouvoir permettre d'apporter un indice à l'enquête en fait. Au cours de ces constatations, va intervenir un médecin légiste pour procéder à ce qu'on appelle l'opération de levée de corps, c'est-à-dire de constatation sur le corps en lui-même pour savoir de quoi la personne a pu être décédée. Il y aura donc le docteur Boisdin, qui est médecin légiste sur La Roche-sur-Yon, qui sera présent, qui va m'assister. On va faire les opérations ensemble. Une fois que ce sera terminé, je conditionnerai les scellés, donc les éléments d'indice. Au cours de la scène, il y aura un téléphone de découvert qui va être transmis à un camarade enquêteur nouvelle technologie, cyber-enquêteur, qui lui va pouvoir analyser le téléphone
et ensuite sortir toutes les données qu'il y aura à l'intérieur pour essayer d'apporter lui aussi des éléments à l'enquête par la preuve numérique. Et je vous le rappelle donc, rendez-vous à 17h au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Nous approchons de la fin de votre matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un pack familial comprenant 2 places adultes et 2 places enfants, offert cette semaine par la Bélière Loisirs, le parc d'attractions familiales situé en plein cœur de la forêt du Vieillon, à Talmont-Saint-Hilaire. Et pour gagner ce lot à toute la famille, vous connaissez désormais la question: où peut-on trouver un cadran analématique en Vendée? Où peut-on trouver un cadran analématique en Vendée? Voici le 4e indice de cette semaine, en ce jeudi 2 octobre, un indice géographique qui va réduire drastiquement vos recherches. Le cadran analématique que nous recherchons se situe dans le bocage vendéen. Nous cherchons donc un lieu dans le bocage vendéen où vous pourrez trouver ce cadran analématique. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et je vous dis à demain.